Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui que je ne suis pas toute seule, j'ai le plaisir, l'honneur, la joie, tout ce que tu veux de recevoir une invitée exceptionnelle avec qui on va parler de sexualité. Oui, aujourd'hui on parle de cul et je reçois pour ça Asma. Merci Asma d'avoir accepté mon invitation et on va vous parler de en large en travers de la sexualité et notamment de la sexualité lorsqu'on est célibataire. Mais avant, je vais laisser Asma se présenter, nous dire qui elle est, ce qu'elle fait, etc., etc. Salut. Oui, je suis trop contente d'être là. Merci de m'inviter. Je suis vraiment trop contente. J'adore parler de sexualité dans ton podcast encore plus. Donc, je suis trop contente. Donc, moi, je suis Asma. Je suis coach en sexualité, mais spécifiquement, vraiment, mon truc, c'est l'empouvoirment sexuel. C'est vraiment de nous aider, en fait, toutes à avoir une sexualité qui est vraiment pour nous, qui nous fait du bien, qui nous nourrit et qui est... Ouais, carrément, en fait, un véhicule de bien-être pour nous. Voilà. Yes, j'adore. Et justement, ça tombe super bien parce que je vais commencer par la première question et ça fait une super transition. Ouais. C'est quoi une sexualité épanouie pour toi? Alors, Épanouie, sexualité... épanouissante. Hein? Je disais épanouie ou épanouissante. Oui. Alors, une sexualité épanouie, finalement, parce que de toute façon, on peut chacune définir le désir dans notre sexualité comme on a envie de la vivre. Donc, finalement, une sexualité épanouie, c'est une sexualité pour soi. Donc, qui nous fait du bien, qui nous apporte des choses et dans laquelle on a la souveraineté. Après, moi, très personnellement, j'ai découvert énormément d'aspects à la sexualité qui sont très sous-exploités, voire pas découverts par les gens. J'ai vraiment cette sensation que dans la sexualité, il y a beaucoup de « on ne sait pas qu'on ne sait pas ». Et ça, c'est hyper intéressant parce que typiquement, si je veux développer c'est quoi une sexualité épanouie, d'abord, c'est une sexualité qu'on cultive pour soi. Donc, il y a vraiment, quand on parle de sexualité, on peut faire l'exercice maintenant. Le premier truc que tu vas t'imaginer probablement deux personnes. Peut-être même un homme et une femme parce qu'on est dans une société hétéronormée. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça enlève un côté de la sexualité qui, pour moi, devrait même être au-dessus, qui est primaire. C'est la relation avec soi-même. La sexualité, on pense que c'est une activité, que c'est quelque chose qu'on fait. En réalité, la sexualité, j'ai découvert que c'était plutôt une part de nous. C'est une part d'expression en fait personnelle. C'est carrément qui on est. C'est presque même un art, tu vois. C'est vraiment, je vais développer un peu là-dessus, mais il y a vraiment ce côté-là. Et donc ouais, ça pour moi, ça fait clairement partie d'une sexualité épanouie. C'est une qu'on vit pour soi. Et puis aussi, c'est une sexualité qui rime avec plaisir, forcément. Et le plaisir, il peut prendre plusieurs saveurs, il peut prendre plusieurs formes, il peut vraiment être... il y a un spectre immense de plaisir. Et aussi, ce qui est très, très intéressant, parce que moi, j'ai vraiment une vision très holistique de la sexualité et aussi de comment elle peut nous aider dans la vie. Et on sait aujourd'hui, donc la science, par exemple, la science des soins des traumas, on sait que le plaisir soigne notre système nerveux. Le plaisir, quel qu'il soit, qu'il soit sexuel ou non, le plaisir de manger un super carré hyper bon, un bon carré de chocolat,
le plaisir d'être avec quelqu'un, de faire un câlin, bref, peu importe le plaisir qu'on a, mais le plaisir nous soigne, ça régule notre système nerveux, ça nous fait du bien. Et on va dire le domaine de plaisir qui est le plus sous-exploité et pourtant qui est le plus puissant, c'est le plaisir sexuel. Donc, il y a aussi vraiment cet aspect d'une sexualité qui rime avec plaisir. Et donc, forcément, puisque je parle de ça, c'est aussi une sexualité, tu me vois venir, où il n'y a pas de pression. Donc, c'est une sexualité où on ne fait jamais rien pour l'autre qu'on ne veut pas 100% soi-même. Donc, par exemple, les choses qu'on fait régulièrement, ça va être fixé sur l'autre, comment l'autre personne se sent, surfixé sur le plaisir de l'autre et négliger notre plaisir à nous. Se sentir mal à l'aise par rapport à notre corps, être trop dans nos têtes, essayer de toujours tout contrôler. Et aussi, il y a ce truc très intéressant, c'est avoir ce schéma inconscient de donner la sexualité à l'autre, que finalement c'est pour le plaisir de l'autre. Il y a plein de façons dont ça se manifeste, tu vois, typiquement ça peut être avoir ce schéma ancré de le rapport est fini quand l'autre a fini, particulièrement quand l'homme a fini, quand on est dans une relation hétérosexuelle. Et aussi d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voulait parler de la sexualité quand on est célibataire, mais ça se voit aussi dans un cadre de dating, tu vois, où par exemple, on voit beaucoup ce raisonnement, et on en a parlé en plus il n'y a pas très très longtemps, parce que j'avais partagé sur Insta un reel d'un love coach qui parlait, enfin, sur ce sujet-là, quoi, pour résumer. Et c'était ce truc que se disent parfois les femmes de à quel moment est-ce qu'on va faire l'amour, de un peu histoire de dire à quel moment est-ce que je vais lui donner ça, comme si c'était quelque chose qu'on donnait. Et c'est clairement une manifestation du patriarcat qui est si je donne le sexe trop tôt, alors on va peut-être penser que je suis une salope. Ouais. Si je le donne trop tard, peut-être que il va en avoir marre, il va pas vouloir patienter. Donc clairement, c'est un schéma où on n'a pas nous la souveraineté, où c'est pas nous qui nous disons, mais finalement c'est moi qui ai peut-être envie de faire l'amour, c'est peut-être moi qui ai envie de le faire maintenant parce que j'en ai envie, parce que ça m'excite, parce qu'on a une connexion avec cette personne, parce que pour plein de raisons qui sont personnelles et qui ne sont pas du tout attachées à si oui ou non ce mec va rester avec nous. Donc voilà, c'est une sexualité où on n'a pas de pression. Et du coup, le dernier point auquel je pense, c'est que je trouvais presque révolutionnaire parce qu'on n'y pense pas, mais qui est pour moi le plus magique dans la sexualité, c'est tout simplement une sexualité où on se sent libre de s'exprimer. C'est un peu le côté artistique dont je te parlais. On se sent en sécurité, on se sent vraiment libre d'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que on ne cherche pas à contrôler notre performance, je fais les guillemets avec les mains, où on laisse vraiment notre expression émotionnelle hyper libre. Par exemple, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut avoir des orgasmes de colère, des angergasms, ou des sadgasms, tu vois, des orgasmes où on pleure, et d'ailleurs ça arrive assez régulièrement, sauf que souvent d'ailleurs, j'ai certains abonnés qui vivent ça et qui me disent ouais mais parfois j'ai honte de pleurer, alors que ça fait largement partie en fait de notre expression sexuelle, c'est un peu de profiter de l'espace sexuel pour s'exprimer, quoi. Et c'est aussi hyper thérapeutique. Donc voilà, pour moi, c'est un peu comme ça que je vis ma sexualité en ce moment, tu vois, et c'est du coup comme ça que je définis une sexualité épanouie. C'est avec tous ces différents aspects, quoi. J'adore parce que en 5 minutes, t'as shifté mon mental en mode waouh, waouh, oh my god, ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui, mais oui. Et on en est qu'au début. Franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'expression, notamment sur l'expression de la sexualité. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, notamment en tant que femme, hein, parce qu'on parle, on accompagne beaucoup les femmes, toi et Oui. moi. Ouais. Exclusivement, moi en tout cas, j'accompagne exclusivement des femmes. Pourquoi je sais que souvent j'ai des femmes qui me disent, des clientes qui me disent qu'elles ont du mal à accéder à cette sexualité épanouie. Pourquoi, d'après toi, on a du mal à y accéder? Et une deuxième question dans la foulée, pourquoi c'est encore difficile aujourd'hui de parler de sexualité, notamment au sein du couple? Ok. Je réfléchis par quoi je vais commencer. Oui, alors, pourquoi c'est difficile d'accéder à une sexualité épanouie? Je pense qu'il y a vraiment plein de choses dans cette question. Tu vois, typiquement, les choses, la réponse la plus évidente, on va dire, c'est déjà que on n'a pas de modèle. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je parle de ma vision de la sexualité, les gens, ils se disent, ah, mais c'est possible, ça existe, c'est un truc. Parce que je pense que dans le fond, on sait qu'une sexualité comme ça existe, on le sent, on est enfin, on sait qu'on a un corps qui est fait pour le plaisir, on n'est pas idiotes, je pense, toutes collectivement, mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On n'a pas de modèle, parce que les modèles qu'on a, c'est le modèle patriarcal où soit c'est hyper sexualisé, donc soit le porno ou je sais pas, les pubs, les médias, il y a beaucoup d'hypersexualisation, ou que rien que la notion d'être un bon coup est problématique.
Mais donc il y a beaucoup de ça et en même temps, c'est une société qui nous fait honte, tout simplement, qui nous fait honte sur plein de choses et c'est très insidieux. Elle nous fait honte déjà sur des choses évidentes, donc elle nous fait honte sur notre expression sexuelle. C'est bien d'être un bon coup quand tu es avec ton mec, mais il faut pas trop que tu assumes ta sexualité, par exemple, dans l'espace public ou même au sein de ta famille, dans ta vie de tous les jours, au travail, etc. C'est la honte, parfois même, d'être une femme, donc la honte d'exprimer ta féminité, peut-être ta sensualité. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très honteuses. Il y a la honte sur nos corps. Le corps d'une femme est fondamentalement problématique. Il est provocateur en lui-même. Du coup, il faut le cacher, il faut pas l'exprimer, il faut pas le montrer, il faut pas en profiter. Donc tout ça, ce sont déjà des entraves inconscientes. Parce que j'ai envie juste de passer quelques minutes à parler un peu de patriarcat, parce que tout ça, c'est le patriarcat, et souvent, on se trompe parfois sur le patriarcat en pensant que c'est la guerre des sexes, tu vois, que c'est les hommes contre les femmes. En fait, c'est un système qui est beaucoup plus insidieux parce qu'on l'internalise toutes et tous. C'est-à-dire que les hommes sont aussi de leur façon victimes du patriarcat puisqu'ils sont éduqués pour être déconnectés de leurs émotions, déconnectés de leur corps, à qui on envoie ce message de faut que tu sois viril, faut que tu sois machin, etc. Et donc ça fait que eux aussi, ils peuvent avoir une sexualité qui est beaucoup plus épanouissante. Parce que les hommes peuvent avoir des orgasmes non éjaculatoires, ils peuvent avoir des orgasmes énergétiques, tout comme les femmes, hein, c'est des êtres humains qui ont beaucoup de dimensions et c'est pas juste la pénétration, l'éjaculation, c'est fini, qui est un peu cette vision de la sexualité masculine. Et donc, de la même façon, nous, les femmes, on intériorise le patriarcat de plusieurs façons, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, parce que ces hommes sont éduqués par des hommes et des femmes, mais aussi on l'internalise dans notre intimité vraiment. Cette honte qu'on internalise, le fait qu'on n'est pas à l'aise avec notre sexualité, le fait que en fonction de comment nos parents nous ont éduqués aussi, si jamais quand on était petit, parce que les enfants se touchent beaucoup, ils n'ont pas honte et ont bien raison d'ailleurs, sauf que dès qu'on se prend une remarque, les enfants sont très attachés à leurs parents comme on le sait, hein, maintenant c'est bien connu dans la parentalité, surtout à leur mère, et donc si tu as 5 ans, que tu es en train de t'éclater avec ton clitoris et qu'il y a ta mère qui te tape la main ou qui te dit que c'est mal, on pense que c'est rien, mais ça marque vraiment ton système nerveux. C'est clairement, ça crée une association de profiter de mon plaisir ou me toucher cette partie particulière de mon corps. Ben, ça veut dire que je ne serai pas aimée. Ça veut dire que je n'appartiendrai plus. Ça veut dire que je devrais avoir honte de moi. Donc déjà, il y a beaucoup d'entraves du coup inconscientes. Et il y a du coup, comme je te disais, des entraves qui sont plus évidentes, du genre, ben, on n'a pas de modèle, on ne voit pas trop à quoi ça ressemble. Et ouais, je pense que je les mettrais surtout dans ces catégories. Mais il y a plein d'outils, hein, vraiment pour accéder à ça, pour expérimenter avec sa sexualité. Donc il y a le soin, comme je parlais, soigner ses entraves, soigner un peu ses conditionnements, ses croyances limitantes, ses émotions coincées qui doivent être libérées, tout ça. Et c'est aussi apprendre. Apprendre un peu ce que j'appelle les arts féminins, sexuels, qui sont un peu joués avec la respiration, joués avec... il y a plein d'exos qu'on peut faire pour augmenter notre sensibilité, jouer avec notre expression émotionnelle, un peu comme des acteurs, tu vois, qui apprennent le théâtre. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre et qu'on peut exercer, c'est vraiment une question de pratique. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas accès à ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui en parlent et qui l'enseignent aussi, que c'est pas évident. Et du coup, ça reste très théorique. Aujourd'hui, on a des livres, on peut regarder l'anatomie, on tape sur Google anatomie sexuelle, on peut voir des choses. Mais ça reste dans la tête, et sauf qu'en fait, l'apprentissage sexuel, c'est toujours en pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon coaching, je pense que la moitié des résultats de mes clientes sont grâce aux pratiques que je donne entre les sessions, parce que c'est vraiment c'est dans l'exercice, dans la répétition, dans le lien, en fait, c'est le lien entre le cerveau et le corps, constamment. Recréer ces schémas neuronaux, recréer ces chemins de plaisir pour augmenter la capacité de plaisir et pouvoir vraiment kiffer, quoi. Kiffer, c'est vraiment le mot d'ordre, quoi. Ouais. Justement, tu parlais de
de tous les clichés qu'on peut avoir, clichés je parle notamment des choses qui sont hyper ancrées, les constructions sociales autour de la sexualité. On a parlé de cette fameuse combinaison pénétration-éjaculation, notamment dans le cadre de la relation hétéronormée. On a parlé du tabou, de la honte qu'il peut y avoir autour de la sexualité. Moi, je pense notamment aux communautés, parce que moi, je suis une jeune femme d'origine maghrébine, je suis algérienne, et je sais que clairement, quand j'ai commencé à avoir l'âge, tu vois, de m'intéresser à ça, c'était et pourtant je faisais partie d'une famille hyper ouverte d'esprit, entre guillemets, je mets des guillemets aussi avec les mains, qui était hyper ouverte, et on était j'avais accès à plein de lectures, etc. Mais c'était quand même, je vivais quand même dans une société hyper dans laquelle la sexualité féminine était hyper tabou. Et je me souviens d'un truc, c'est qu'on m'a répété toute ma life un truc, tu vois, qui était mais primé en moi, c'était tu ne peux pas coucher avec quelqu'un, tu ne peux pas donner ta sexualité, ta virginité, tu ne peux pas te donner à quelqu'un avant le mariage. Et genre, c'était le truc qu'on entendait tout le temps. Tu vois, de nous éduquer sur la sexualité, ces aspects justement de kiff, de plaisir, comment ça marche en gros, comment on s'exprime là-dedans. Le seul truc qu'on nous disait, c'était attention, pas touche avant le mariage, sinon tu tapes sur les doigts. Je sais pas si j'allais te poser une autre question, mais là je me dis que ça peut être intéressant d'ouvrir une thèse là-dessus parce que c'est hyper important et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pourraient être intéressées et visées par le sujet. Ouais. Et c'est quoi ta question du coup? Non, je te disais, est-ce que tu peux, tu vois, développer un petit peu là-dessus et peut-être, alors, tu vois, donner quelques pistes pour déculpabiliser, parce que moi, je sais que ça m'a énormément, j'ai été beaucoup coupable d'avoir une envie sexuelle et je me disais, ah, purée, non, mais faut pas, quand j'étais plus jeune, tu vois, et peut-être donner quelques pistes comme ça de réflexion, pour qu'on puisse déconstruire un peu tous ces trucs, tous ces clichés qu'on peut avoir dans certaines communautés où clairement la sexualité féminine est pire que tabou, quoi. Ouais, c'est clair. C'est très intéressant parce que dans ce schéma que tu as raconté, tu vois, attention, clairement, tu vois, il y a un truc qui est sous-entendu et je pense que c'est ça qui nous marque le plus. Je vais juste dire un truc, Asma, pour te laisser répondre, c'est qu'en plus, on associait ça à si tu donnes ta virginité ou si tu as une sexualité avec un homme, je parle de la relation hétérosexuelle, cet homme-là va te quitter parce qu'il va préférer être avec une femme qui sera vierge et pure et machin. Et c'est un truc que j'ai beaucoup entendu dans la société, dans ma famille, avec de la part de personnes plus ou moins proches, mais c'était le combo, faut pas le faire avant le mariage, et si tu le fais, tu vas être rejeté et non aimé et non désiré, tu vois. Oui, c'est clair. C'est hyper intéressant du coup, parce que dans tous ces schémas, il y a plein c'est un discours limite, tu vois, on pourrait l'écrire, je pense. On pourrait l'écrire, et ce discours, en fait, ce qu'il implique, c'est ta sexualité n'est pas pour toi. Et ça, je pense que c'est presque quoique ils sont tous très forts, mais j'ai la sensation que c'est vraiment le plus fort, c'est celui de dire en fait, du coup, quand tu baignes vraiment dans cette culture, et que je connais également, c'est que tu as l'impression que ça pourrait même pas te traverser l'esprit que tu puisses en profiter. C'est ça. Vraiment, tu vois, que ce soit vraiment vrai. Et juste envie de faire une parenthèse avant de revenir du coup sur la question, c'est qu'en réalité, ces dynamiques, elles sont aussi présentes dans notre culture, juste différemment. Parce que typiquement, dans la culture occidentale, on va avoir des messages qui sont attention au MST, attention, faut mettre des préservatifs, attention. Et l'éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école, c'est juste du attention, finalement. Et tout le reste, c'est de l'hypersexualisation. Donc c'est le porno, c'est les films. Hollywood, des comédies romantiques qui te font croire que c'est très facile et que quelqu'un plaque l'autre contre un mur et que voilà. C'est ça. C'est de la démagogie la plus complète et au final, même si on est très clair hein, que les cultures sont différentes et qu'il y a des mécanismes qui sont particulièrement différents, mais il y a un manque de souveraineté clair dans toutes les cultures et le patriarcat est partout. Juste qu'il il a des dynamiques un peu différentes. Donc ouais, du coup, pour revenir, c'est clair. Et aussi, du coup, tu parlais de cet aspect il va te quitter si tu lui donnes. Et ça, c'est finalement, on en revient aussi à la même chose. C'est ta valeur, le fait que tu mérites et que tu es digne d'amour dépend de si tu donnes ou pas cette partie de toi
Et ça, c'est désempouvoirant de plusieurs façons. Déjà parce qu'on ne prend jamais le pouvoir sur notre sexualité, on ne se sent jamais vraiment fier de notre sexualité, mais aussi parce qu'on a l'impression que, mais aussi parce que ça fout en l'air notre estime de soi entière. Parce que du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas être aimé. Et ça, je pense qu'en tant que love coach, tu le sais pertinemment. C'est ce message que tu ne peux pas être aimé, quelqu'un ne peut pas voir ta valeur et l'apprécier juste parce que c'est toi. Il faut que tu donnes cette partie de toi. Donc, c'est très insidieux parce que ça rentre dans nos relations intimes, ça rentre dans notre façon de nous sentir vraiment aimés, appartenir. Et ça rentre du coup évidemment dans la manière dont on est fier de notre sexualité. Parce que j'ai juste envie de donner une parenthèse et en fait finalement elle va répondre à ta question aussi partiellement sur comment du coup on change ces croyances limitantes. Je pense que c'est hyper intéressant de se pencher sur ces questions d'un point de vue vraiment émotionnel et pas juste dans la parole et la réflexion. Parce que finalement, ce qui est au centre, l'émotion qui est vraiment au centre de ça, je pense que c'est la honte. Parce que la honte, c'est typiquement l'émotion, moi je l'appelle l'émotion sociale, parce que c'est l'émotion qui nous fait garder des relations alors que ce sont des relations dans lesquelles on nous fait honte. On reste dans notre maison avec nos parents. Bon, quand on est petit, on n'a pas le choix, mais on reste dans ces relations et dans notre communauté, dans la tribu, parce que c'est comme ça que ça marche, même si c'est une tribu même qui nous fait souffrir, qui nous fait honte constamment sur qui on est, sur notre expression sexuelle naturelle, sur qui on est en tant que femme, voilà, qui a des seins, des envies, une chatte, des orgasmes, ce que tu veux, tu vois. Et donc, ce qui est très intéressant quand on travaille avec les émotions, c'est que moi, je les vois dans des spectres. Donc, tu as les émotions protectrices. La honte, c'est une émotion qui est là parce que notre corps a besoin de se protéger, donc il se sert autour de la honte. Et après, elle a un pendant aussi qui est une émotion plutôt épanouissante, on va dire ça comme ça, et qui est la fierté. Donc, ce qui est très intéressant pour essayer de changer ses croyances, comme tu disais, c'est de prendre cette honte, d'aller vraiment au fond, de la ressentir, et aussi de choisir petit à petit des pratiques plutôt de fierté. Donc, choisir petit à petit de s'ouvrir. Si on est célibataire, ça peut être prendre le temps de vraiment se masturber, peut-être devant un miroir. Vraiment essayer de reprendre le pouvoir sur notre sexualité à ce niveau-là. Si on est en couple, c'est de créer vraiment une conversation, c'est d'en parler, de parler de comment est-ce qu'on sent encore une honte à l'intérieur de nous, on sent qu'on ne peut pas vraiment être complètement fier de qui on est, que c'est une part de nous dans laquelle notre expression est limitée, et de pouvoir proposer des nouvelles choses, de pouvoir proposer de prendre plus d'initiatives et d'y aller petit à petit, par petits pas, jusqu'à vraiment sentir que, ouais, qu'on on se sent en sécurité dans cette fierté, parce que finalement, c'est une question de sécurité. Euh, ouais, et ensuite, c'est tout simplement retravailler le discours, en fait. Ça, c'est un truc aussi que je fais avec mes clientes, c'est hyper important, c'est que notre inconscient, mais c'est aussi notre conscient qui répète un peu ce discours, et il faut qu'on se répète, littéralement, qu'on se répète des phrases, un peu comme les fameuses affirmations, les fameuses mantras, tu vois, de se dire quel est le discours. Donc, ok, quand j'étais petite, on m'a donné un certain discours. Donc, par exemple, on m'a dit que exprimer ma sexualité, c'était honteux. On m'a dit que si je faisais X ou Y, bah, j'étais une salope. Que si je ne donnais pas ma sexualité, j'allais pas être aimée. Que je n'ai pas, enfin, etc., etc. Chacun a ses propres discours. Donc vraiment les déterrer, déjà prendre conscience de ça. Peut-être même lister. Ça, c'est un exercice aussi que je fais de temps en temps. C'est lister carrément les sources. Qui t'a donné ce discours? Est-ce que c'est un magazine que tu as lu? Est-ce que c'est les films? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est ta grand-mère? Enfin, peu importe. D'où vient ce discours? Et après, de réécrire un nouveau discours. De réécrire ce discours et de se dire, OK, pour moi, la sexualité, c'est pas ça. Pour moi, la sexualité, c'est un portail vers mon épanouissement. Pour moi, la sexualité, c'est carrément peut-être un portail vers le divin. Parce que moi, j'ai une conviction là-dessus, c'est que je ne pense pas, et peu importe le Dieu auquel on croit d'ailleurs, c'est pas une question de religion, mais je ne pense pas que Dieu, la déesse, l'univers, peu importe, nous a donné un corps aussi génialissime pour ensuite nous dire ah bah non non mais là t'as intérêt à très mal le vivre toute ta vie. Enfin ça n'a pas de sens. Et moi je le vis comme ça, ma sexualité elle est très spirituelle, c'est aussi un portail vers le divin. Et du coup tu réécris ton discours, vraiment un paragraphe entier, 2 pages, 3 pages, peu importe. Mais vraiment tu t'étales et tu le relis. Et tu le relis et tu te le dis pour vraiment pouvoir t'ancrer dedans et aussi pouvoir le communiquer aux parts de toi
qui tiennent encore ce discours. Et les parts de nous qui tiennent ce type de discours, c'est presque toujours notre enfant intérieur. Donc, ça peut être notre bébé intérieur, notre enfant intérieur et notre adolescent intérieur. Donc, un peu toutes les phases de notre... et ça peut aussi être notre adulte, en fonction de si on a vécu des traumas adultes également. Et de pouvoir vraiment, comme une méditation, fermer les yeux et communiquer ce discours à cette part de nous et lui donner de l'amour. Et lui dire, OK, je sais que tu souffres, que tu n'y crois pas, que tu es attaché à cette honte, que ça te fait... que tu as... peut-être même parce que tu parles de culpabilité, c'est parce qu'en fait, on empile les émotions les unes par les autres, que tu te sens coupable de te sentir comme ça. Et ben moi, je te dis que c'est pas grave, je t'envoie tout l'amour et la compassion du monde, c'est pas ta faute, c'est normal, t'as grandi dans une société qui t'a littéralement conditionné à cette souffrance, mais je te communique un nouveau discours. Et ce nouveau discours, il va te libérer. Et donc, voilà, ça, c'est des propositions de ce qu'on pourrait faire pour vraiment désamorcer un peu et réécrire ces discours qu'on nous a vendus, qu'on n'a jamais choisis, et de revenir finalement à notre essence. Parce que comme je disais, pour moi la sexualité, c'est un retour à l'essence. C'est pas aller vers l'avant, pardon, c'est retourner en arrière finalement. Parce que quand on est enfant, on est très innocent. On a une découverte de notre sexualité qui est très innocente, qui est très libérée, qui est très intelligente aussi. Et finalement, c'est le patriarcat, c'est l'éducation, c'est la société qui viennent pourrir finalement notre jardin qui était très fertile, qui était très propre, où il y avait plein de fleurs. Et donc finalement, nous, notre travail en tant qu'adultes, c'est juste d'enlever les ordures, d'enlever les mauvaises herbes, de refertiliser, tu vois, le terreau et de laisser du coup tout ça fleurir, quoi. C'est beau, j'adore. Oui. On verra pas la vidéo, mais moi je suis là, je bois tes paroles en mode yes, 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 yes. J'adore, et j'adhère à tout ce que tu dis. Et du coup, tu as répondu à plein de questions que j'avais, et c'est très bien. Mais du coup, on va ouvrir une petite parenthèse sur le dating, parce qu'on parle, moi je parle souvent du dating. Ouais. Et du célibat. Et justement, tu disais tout à l'heure que c'était hyper important de parler d'intégrer sa sexualité, Ouais. en tout cas j'allais dire d'y pénétrer, c'est joli ça. Notamment quand on est célibataire. Du coup, quel rôle peut jouer justement la sexualité quand on est célibataire? Qu'est-ce que quand on est dans le processus du dating, notamment, comment on peut l'intégrer dans le processus du dating d'après toi? Ouais. Alors, j'adore ce sujet parce que moi, je fais vraiment partie de ces gens qui n'a aucune nuance sur ce sujet. Pour moi, c'est une obligation. Vraiment, il faut cultiver sa sexualité toute sa vie, mais je pense quand on est célibataire, c'est là qu'il faut le faire le plus presque. Je trouve que c'est une opportunité dingue parce que on a tellement intégré que la sexualité c'était une activité qu'on a l'impression qu'on a besoin de quelqu'un pour avoir une super expérience. Et du coup, c'est un peu bête parce que c'est justement quand on est célibataire que c'est plus facile parce que il n'y a pas la variable supplémentaire d'une autre personne. Donc c'est tellement plus simple. Oui. Et du coup, dans le monde du dating, déjà, j'ai envie de parler très rapidement de pourquoi c'est hyper important. Déjà, truc très simple, c'est hyper important parce que quand on cultive une relation à sa sexualité, on devient littéralement magnétique et radieuse. Ah, Parce mais oui, tu vois, quand tu penses, quand tu as une relation hyper... quand tu es capable de te donner toi-même des orgasmes d'un autre univers, déjà, un truc que tu vas avoir directement dans ma phrase, tu n'as besoin de personne d'autre. Donc, tu abordes le dating avec énormément de confiance en soi. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, je suis hyper heureuse. Ouais. Je sais me faire baigner moi-même dans le plaisir. Je sais m'envoyer dans la stratosphère orgasmique. Franchement, je pourrais passer ma vie célibataire, c'est OK. C'est pas nécessairement le désir. On a envie de rencontrer quelqu'un, mais... Ouais, justement, je te rejoins là-dessus parce que on entend souvent des gens célibataires dire oh, en ce moment, ma vie sexuelle, c'est le néant parce que je suis célibataire. Tu vois, tout le temps. Non. Vraiment, genre, à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il y a une personne qui se disait ça, vraiment, c'est faux. Non. C'est faux. Parce que moi, et je suis mariée et ça se passe très bien avec mon mari, et voilà, mais je sais que certains de mes orgasmes les plus de tout le corps, où j'ai fait voyager l'orgasme un peu partout, qui a duré plusieurs secondes, bah, je l'ai eu seule. Voilà, et c'est pas grave. Et ça veut pas dire que ça ne veut rien dire sur mon mec, ça ne veut rien dire sur moi et ça ne veut rien dire sur notre relation.
c'est complètement décorrélé, tu vois, parce que notre sexualité à deux, c'est une sexualité qui nous nourrit, mais surtout qui nourrit notre relation, parce que ça crée de l'intimité, de la vulnérabilité, un échange qui est dingue, mais je ne vais pas nécessairement compter sur ce container particulier pour avoir des orgasmes stratosphériques, je peux le faire toute seule. Et ça, je trouve que c'est hyper important de s'en rendre compte, parce que justement, ça nous met dans... On est tranquille, quand on est apaisé, c'est presque une question de stress en fait. Quand on est complètement apaisé, quand on sait que notre corps est la maison du kiff, c'est littéralement ça. T'as pas besoin d'aller chercher la maison du kiff ailleurs, puisque tu as les clés de ta maison du kiff. Tu vois? Mon corps est la maison du kiff. Je vous invite, si tu nous écoutes, si vous nous écoutez, à écrire ça sur un post-it et à le poser quelque part, parce que c'est important de répéter, de visualiser, d'intégrer les choses. Et je trouve que cette phrase, elle est hyper puissante. Et justement, pourquoi ça peut avoir un impact puissant d'intégrer, enfin d'avoir une sexualité, déjà d'avoir une sexualité avec soi quand on est célibataire. Ouais, c'est clair. Mais parce que je n'ai pas fini, Sarah. Non, mais du coup, oui, donc tu cultives cette radiance, tu vois, ce magnétisme. Mais aussi, tu deviens vraiment expert de ton plaisir. Hein. Il y a vraiment une question de maîtrise et d'expertise. C'est-à-dire que tu connais ton anatomie par cœur, tu connais tes chemins du plaisir. C'est limite, on t'a donné un diplôme, quoi. Tu as une certaine expertise. Et donc, ça fait que, et quand je dis expertise, c'est aussi dans ta liberté d'expression. Tu es assez libéré. Tu n'es pas coincé dans ce côté-là. C'est pas un stress, pas une angoisse. T'es tranquille là-dedans. Et donc, tu commences aussi à voir le sexe comme un critère de choix. Parce que souvent, ce que je remarque dans notre société, c'est que quand on va prendre l'exemple d'une relation hétérosexuelle, quand on est une femme et qu'on cherche un homme, on va penser à pas mal de choses, à nos critères. Donc, et c'est très bien. On a un critère, on veut un mec qui soit comme ça, qui ait une situation financière qui soit comme ça ou comme ça, qu'on se sent de telle façon avec lui, qu'on partage telle valeur avec cette personne, etc., etc. Et on oublie souvent de mettre sur notre vision board du dating le sexe, tu vois. C'est comme si le sexe, c'était un truc qu'on verra. Et si ça se passe mal, ben on va le subir. Et voilà, et c'est fini. Et quand on cultive notre sexualité seule, on commence à se rendre compte que c'est pas qu'on va faire passer un examen à la personne, c'est pas ça. C'est pas si c'est un mauvais coup, alors voilà, c'est fini. C'est juste, on va avoir la capacité de savoir, et on n'est même pas obligé de faire l'amour avec cette personne si on ne veut pas, par exemple, si on veut attendre le mariage pour des raisons X ou Y, mais on peut au moins en parler, on peut sentir quelles sont les valeurs et quelle est la connaissance qu'a cette personne sur sa sexualité. Et de voir si c'est quelqu'un qui comprend et valorise des notions comme la sécurité, si c'est quelqu'un, par exemple, qui est capable de tenir votre spectre émotionnel. Par exemple, si vous sentez que c'est quelqu'un avec qui vous allez pleurer et qu'il va pas flipper. Que c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre vos émotions et les tenir dans l'espace sans flipper. Ça, c'est important. Il y a des choses comme ça qui font que du coup, le sexe ne devient pas juste un hasard. On va voir comment ça va se passer. Mais ça devient quelque chose qu'on crée intentionnellement dans nos relations et qui fait partie de notre vision board. Voilà. Et aussi, ça, c'est un peu le côté sorcellerie. J'ai très envie d'en parler parce que j'adore ça. Et c'est aussi hyper utile de cultiver une part, en tout cas, là je vais parler d'un aspect de la sexualité quand on est célibataire, c'est pour le sex magic. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de sex magic. Ouais. Oui, on en a parlé, toi et moi. Ah oui, c'est vrai. Ok, du coup, je vais juste l'expliquer ici. Le sex magic, c'est pas de la magie, hein. C'est juste que c'est très drôle comme rituel. Donc, on adore l'appeler sex magic parce que ça a l'air d'être de la magie, mais en fait, c'est pas de la magie. C'est en gros, c'est un rituel où tu vas utiliser, donc tu vas avoir la personne que tu veux manifester, donc on va dire la personne idéale, donc tu peux la visualiser, tu peux visualiser même peut-être comment tu vas te sentir avec cette personne, donc tu peux la sentir un peu dans ton corps, et donc tu vas te donner du plaisir, et tu vas vraiment genre construire ce plaisir, l'augmenter, tu vas le faire passer par tout ton corps, donc après ça dépend de nos propres appétence spirituelle, donc il y en a qui dépassent par les chakras, il y en a qui vont passer par ce qu'on appelle les points de l'orbite microcosmique qui appartient à la médecine chinoise et au Tao, où ça va être juste, tu la traverses dans ton circuit du plaisir, donc tout en haut jusqu'à la tête, jusqu'à la couronne, et la refaire descendre, et tu vas utiliser toute cette énergie sexuelle et tout ça pour t'ancrer dans cette manifestation, et finir par t'ancrer dans ces sensations et te faire un espèce de entre guillemets de plan d'action, ce qui fait que si typiquement juste après tu vas aller sur ton appli de dating, et ben en fait tu vas y aller
en étant vraiment enrichi de ses émotions et enrichi de cette puissance intérieure pour, pour en fait swiper avec souveraineté. C'est un peu ça, tu vois? Et Swiper avec souveraineté, je répète. tu vois, et donc c'est un rituel spirituel complètement, tu vois, c'est de la sorcellerie. Là, on est sur moi j'adore ce genre de rituel, mais en réalité, il y a une explication scientifique, hein, si on a envie de la trouver, elle est très simple. C'est que quand on a envie de manifester un désir, et ce quel qu'il soit, que ce soit dans ta, je sais pas, ta vie professionnelle, peu importe, c'est hyper important de s'ancrer dans comment tu vas te sentir une fois que tu l'auras. Parce que c'est comme ça que tu peux créer ça dans ta réalité matérielle. C'est de pouvoir, si tu as envie, quand tu es avec ton mec, de te sentir hyper à l'aise, de te sentir puissante, de te sentir aimée, etc. Ce sont des émotions qu'on peut générer seul. On a besoin de personne pour les générer. Tu fermes tes yeux maintenant, je te dis génère ça, tu le génères. Et donc ça, c'est typiquement comment utiliser ton plaisir sexuel, parce que le plaisir, comme je disais, c'est un régulateur du système nerveux et c'est un outil de manifestation. Et tu colles les deux en même temps et tu t'en sers pour manifester la personne que tu veux. Donc, on dit que c'est de la magie parce que c'est très rigolo, mais en vrai, En vrai, c'est pas si magique que ça, il y a des choses voilà, c'est très cohérent. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est tout, tu vois, ça c'est plein de façons dont on peut et on doit, d'après moi, vivre sa sexualité de célibataire. Et ça peut être typiquement, donc là j'ai donné un exemple hein, sur le sexe magique très particulier, mais ça peut être, parce que tu me demandais aussi comment, ça peut être tout simplement avoir un rituel ou juste une pratique régulière de masturbation dans laquelle on a de la diversité et de l'expression. Donc, parce que souvent, la masturbation, c'est soit on n'en fait pas, soit quand on en fait, c'est très rapide, parce qu'on connaît souvent notre chemin de l'orgasme très rapide. Donc, par exemple, une stimulation clitoridienne qui dure 5 secondes et c'est fini. Ou alors avec l'usage de sextoy. Donc, c'est des choses qui sont très orientées sur l'objectif, goal-oriented. Et ce qui est très intéressant, c'est de commencer à créer des pratiques aussi de présence avec soi, des pratiques où on peut vraiment s'amuser. Par exemple, il y a une pratique que j'adore qui va être celle d'amener quelque chose à manger, quelque chose à sentir, quelque chose à toucher sur ton corps, de la musique et stimuler les 5 sens avec soi-même. Franchement, la créativité ne se termine pas. Ah oui, et d'ailleurs, je vais faire une petite seconde promo parce que je suis en train de concevoir un programme qui va être blindé de pratiques et qui va être fait pour ça. C'est son objectif, c'est les secrets du plaisir. Et donc, ça va être typiquement ça. Et ça, c'est ça, c'est avoir une pratique régulière de passer du temps avec moi, d'essayer des choses différentes à chaque fois. Comment est-ce que je peux, par exemple, si je me sens en colère. Ça aussi, c'est très intéressant parce que souvent, on attend d'avoir envie pour aller vers le sexe, qu'on soit seul ou avec quelqu'un. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire, je vais aller vers le plaisir et vers ma sexualité même quand je vais pas bien. Ça, c'est un stretch. Hein. Et c'est très intéressant parce que du coup, moi, c'est comme ça que j'ai pu vivre mon premier orgasme de la colère, c'est que j'étais vraiment énervée et que j'avais essayé de relâcher cette colère et puis je me suis dit, tiens, et si j'y amenais du plaisir? Et donc, en y amenant ce plaisir, et c'est un peu comme si tu faisais tu pendules, tu vas de l'un à l'autre, tu vas vers ton plaisir, donc ta stimulation de ton vagin, tes seins, ce que tu veux. Et ensuite, tu retournes vers cette colère et tu la ressens et tu l'exprimes. Et en l'exprimant, ça peut être avec la voix, ça peut être avec le mouvement. On bouge, hein, on est des êtres humains, on a plein de façons de s'exprimer. Et ben là, cette colère, elle va sortir et tu vas pouvoir avoir un orgasme en l'exprimant. Et ça, c'est fou, tu vois, quand on commence à avoir une pratique sexuelle qui est très large et qui nous permet aussi de guérir. Ça, je pense, c'est ce que j'adore parce que c'est peut-être aussi très personnel, mais moi, je suis le genre de personne qui n'a jamais été attirée par la méditation, par exemple, ou par beaucoup de modalités parce que je l'ai trouvée trop, entre guillemets, masculine. Mais ce que je veux dire par là, c'est des énergies qui étaient beaucoup dans l'immobilisme, le calme, alors que moi, je suis quelqu'un de naturellement très féminin. Et quand j'ai découvert que la sexualité, que le fait de bouger, que le fait de crier, de pleurer, de lâcher les choses, d'utiliser le mouvement et notre féminité pour guérir, j'étais là, je signe. J'y vais, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Si vous êtes comme moi et que vous avez la même expérience avec certaines modalités spirituelles, franchement, il y a plein de choses dans la sexualité qui peuvent vous permettre de libérer vos émotions, de guérir même des blessures. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Ouais, et notamment quand on est célibataire. Notez-le, ça, en mode Ouais. en gros, en rouge. C'est clair, c'est clair. Franchement, le célibat, pour moi, c'est le meilleur moment de travailler sa sexualité de manière à ce que ça soit juste génial. Parce que ce qui est bien avec la sexualité, c'est que c'est le genre de travail, même si parfois il y a de la souffrance et on remonte des choses et on pleure, etc. C'est quand même du plaisir. Je veux dire, Ouais. on a connu pire comme travail. Ouais, Donc, c'est clair.
Je suis complètement, là, ce podcast-là, c'est une pépite. Pépite. Et d'ailleurs, on arrive à la fin, mais vraiment, oui. l'univers, si vous avez kiffé, laissez-nous un témoignage ou notez le podcast, parce que je sais qu'on vous n'y pensez pas souvent et vous me dites souvent que mes podcasts sont géniaux, machin, mais vous pensez pas le faire. Là, franchement, faites-le parce que c'est juste magnifique. Franchement, merci Asma de nous avoir donné autant de pépites. Moi, j'ai le cerveau qui fume là. Je suis là. Oh my god. J'aime beaucoup. Merci à toi. J'ai encore tellement de trucs à dire, mais de toute façon, je te l'avais dit. Il nous faut 3 heures de podcast. Mais encore, et encore, et encore. Et ça fera peut-être l'objet justement d'un autre podcast ou peut-être d'un workshop ou peut-être d'un live, on verra. Mais du coup, est-ce que quel serait pour toi un peu le mot de la fin, tu vois, pour clore ce premier chapitre et est-ce que tu as en plus, tu vois, du programme que tu prépares, des actualités en cours que tu peux partager. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description du podcast tous les liens qui vous mèneront vers le plaisir et vers les comptes de Asma. Oui. Alors, mon mot de la fin, ça va être ne lâche pas ta sexualité. Parce que la sexualité, on a souvent l'impression que c'est un pan de notre vie qui va à côté, que c'est presque un nice to have, mais que c'est pas quelque chose d'important, alors que la sexualité, c'est ce qui est au centre de notre libération. La sexualité, c'est ce qui a été opprimé, ce qui est opprimé par le patriarcat, c'est ce qui est aussi affecté par la colonisation, c'est ce qui a été affecté par le capitalisme toxique, c'est ce qui a été affecté par tous les systèmes d'oppression. Et donc, nous libérer en tant que femme de manière générale, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise si on veut, en tant que qui on veut, et pouvoir vraiment incarner toutes les facettes de notre personnalité et être vraiment assumée et heureuse et libre. On ne peut pas le faire sans s'intéresser à notre sexualité et sans libérer vraiment profondément notre souveraineté dans notre relation à notre sexualité. Et aussi parce que le quotidien veut nous faire souffrir, on est stressé, on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de choses à faire, on a une grosse charge mentale. Et donc, prioriser le plaisir, c'est très dur. C'est littéralement, ça va littéralement à l'encontre de notre système nerveux et du confort de notre système nerveux. Ça carrément crée une nouvelle réalité pour nous. Donc vraiment, mon mot de la fin, ça va être, peu importe si tu as une sexualité de rêve demain matin ou pas, c'est pas ça qui est important, mais c'est que ce soit quelque chose à laquelle tu consacres du temps un peu tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes, ou un peu tous les 2 jours, mais régulièrement, de pouvoir te dire « Stop, j'ai assez donné, j'ai donné au travail, j'ai donné à mes enfants, j'ai donné à mon mec ou meuf ou mari ou peu importe, j'ai donné à mes collègues, j'ai donné, maintenant je prends. » Et la sexualité, c'est là où tu peux prendre le plus et c'est une immense ressource. Donc ça va être mon mot de la fin. Et si tu as envie de découvrir les secrets du plaisir, comment agrandir vraiment ta capacité au plaisir, découvrir comment justement avoir cette sexualité qui est très riche, que ce soit dans ton expression émotionnelle, que ce soit dans ta connaissance de ton anatomie, de ton corps, de ton plaisir et aussi naviguer l'amour de soi, l'amour de son corps. Et ben mon programme est pour toi. Je suis en train de concevoir, donc il n'est pas encore sorti, donc tu peux aller sur ma page Instagram et t'abonner pour avoir les news. Et je vais faire aussi une prévente parce que mes abonnés me l'ont demandé, donc je ferai une prévente à prix réduit. Voilà. Et donc ouais, ce programme, il est vraiment fait pour. On va parcourir tout ça. C'est un programme où il y aura peu de blabla et d'enseignement, mais énormément de pratiques. Il sera également en live, donc certaines pratiques seront en live et je serai présente pour répondre aux questions. Voilà. Si jamais ça te parle et que tu as envie d'investir là-dedans, surtout d'investir ton temps et ton énergie, ça va être génial. Voilà. Go. Ah, j'adore, franchement. Merci. Merci à toi. Je suis trop contente. Jusque là, en fait, on me voit pas, mais ça s'entend. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir commenter le podcast ou à venir nous parler, Asma ou à moi, en privé sur Instagram. Moi, comme d'hab, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et toute une sexualité hyper épanouie. Et moins que ça, tu prends pas. Ciao. Salut.